Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Les titres, c'est tout de suite. L'Union européenne débloque 1180 milliards de francs CFA pour lutter contre l'immigration. Une décision prise lors du sommet Europe-Afrique à Malte. Horizon sans frontières fustige la démarche des pays africains qui y ont participé. Une baisse du coût de l'électricité en vue avec la mise en service de la centrale électrique de Tobène. Le directeur général de la Sénélec a visité les installations en phase terminale. Veillée d'armes des Lions à Tananarive, la bande Aliou Cissé a procédé à la mise en place tactique lors de leur dernière séance d'entraînement. Khadim Gaye, qui souffre de paludisme, n'a pas participé à l'entraînement. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Dissa Prera, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Vous avez assisté à la rencontre entre le M23 et le FPDR. On a beaucoup parlé de réforme institutionnelle. Effectivement, on a beaucoup parlé de réforme institutionnelle et de patriotisme économique. Une rencontre qui rentre dans le cadre des consultations initiées par le M23 avec les partis politiques et organisations de la société civile. Ce qu'il faut retenir, c'est que le M23 et le FPDR ont parlé de réformes institutionnelles et de patriotisme économique. Pour le M23, il est temps de revoir le fonctionnement de nos institutions avec ce qui s'est passé dernièrement à l'Assemblée nationale. On a besoin aujourd'hui de fortes institutions qu'on ne pourra plus faire bouger aussi facilement. Également Mamadou Diop Decroix, qui a parlé au nom du FPDR, estime que ce genre de rencontre avec des organisations de la société civile est utile pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Parlant du référendum toujours, Diop Decroix dit qu'il ne l'a pas encore vu dans le nouveau budget de l'Assemblée nationale et attend de voir ce que cela va donner. À la question de savoir que pense-t-il du M23 qui les a combattus en 2012, réponse de Diop Decroix, c'est cela, la démocratie. On peut être adversaire aujourd'hui, mais on n'est jamais ennemi parce que c'est la démocratie qui nous intéresse. S'agissant maintenant de la division au niveau du M23, Mbouch a été clair, il estime qu'il y a un seul M23 et qui a reçu mandat de l'Assemblée générale et c'est pour ça qu'il fait ces consultations-là et ces démarches-là. Et dans quelques temps, on assistera à une réunification de ce mouvement qui est né, il faut le rappeler, le 23 juin 2012 devant l'Assemblée nationale. C'est en substance ce qu'on pouvait retenir de la rencontre entre le M23 et le FPDR Cheikh Diao. Dissa Prera, merci. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis retenez qu'Ousmane Ndiaye, membre du M23, soutient que Mohamed Mbouch n'a pas reçu mandat du bureau du M23. Par conséquent, ses propos n'engagent que lui. 1180 milliards de francs CFA, c'est la somme versée par l'Union européenne à l'Afrique pour lutter contre l'immigration. Ce montant vise à financer des projets économiques, une décision prise en marge du sommet Europe-Afrique à Malte. On fait le point avec Chérif Dia. Pour réduire les départs de migrants africains vers l'Europe, l'Union européenne met à la disposition des pays du continent une enveloppe d'1,8 milliard d'euros, soit 1180 milliards de francs CFA, avant la fin de l'année 2016. Ce fonds fiduciaire est destiné à financer des projets économiques en Afrique. Ce montant sera ensuite doublé au-delà de l'an prochain, selon la Commission de l'Union européenne. Une décision prise à l'issue du sommet Europe-Afrique sur la migration qui se tient à Malte depuis mercredi. Parmi les dirigeants européens ayant signé le document instituant la mise en place de ce fonds, la chancelière allemande Angela Merkel. Réagissant à l'APS, le président Macky Sall a déclaré que la CEDEAO a pris bonne note de la création par l'Union européenne d'un fonds fiduciaire d'1,8 milliard d'euros destiné à la migration. Toutefois, le chef de l'État sénégalais souhaite, pour un souci d'équité et d'efficacité, que les conditions d'accès au fonds soient inclusives et que son montant soit relevé. La CEDEAO, par la voix de son président en exercice, préconise plus de flexibilité dans la gouvernance du fonds et la mobilisation diligente des ressources. Le président Macky Sall s'adressait aux dirigeants européens en présence de certains de ses homologues d'Afrique de l'Ouest, dont Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé de la Guinée et Mohamedou Youssoufou du Niger.
Chérif Dia, Horizon sans frontières fustige la démarche des pays africains qui ont participé au sommet de Malte sur la migration. Pour Boubacar Seye, la somme qui sera dégagée par les Européens ne sera d'aucune utilité car inférieure à celle envoyée par les émigrés chaque année. Plus d'explications dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Pape Fall. Des dirigeants africains, européens à Malte, la question de l'immigration autour des débats. Boubacar Seye de Horizon sans frontières qualifie cette rencontre d'humiliation pour toute l'Afrique. C'est une insulte à la dignité humaine. Parce que c'est quoi? On vous donne de l'argent, mais prenez vos enfants, ils vont tous les rapatrier de façon abusive et de façon inhumaine. Pour les moyens à mettre en œuvre, l'Europe décide de débloquer une enveloppe de plus de 1000 milliards de francs CFA, une manne financière destinée à des projets de développement et de gestion de la migration. On parle de 8 milliards d'euros pour monnayer le retour de ces migrants. En Afrique. Donc c'est là où le problème risque de se poser dans un pays comme le Sénégal, parce que le migrant sénégalais est un migrant économique. Il ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Boubacar Seye craint toutefois pour les pays africains qui auront signé cet accord. Mais depuis combien de temps cette crise dure? Il n'y a jamais eu de sommet en Afrique. Mais pourquoi ils sont là-bas aujourd'hui? C'est parce qu'une enveloppe de 8 milliards a été annoncée. Donc ce qui les intéresse, c'est cet argent. L'immigration est toujours pour les États africains une soupape de sûreté. Pour lui, la résolution des flux migratoires nécessite une véritable politique de formation et de création d'emplois. Une discussion sérieuse avec les principaux pays d'accueil s'impose aussi. La centrale électrique de Tobène dans la commune de Taïba-Ndiaye, bientôt fonctionnelle. Les factures d'électricité devraient ainsi connaître une baisse, cher Tidiane. Les techniciens assurent que ces installations vont impacter positivement sur la qualité du service. Le directeur général de la Sénélec était à Thiès pour visiter la centrale de Tobène à Taïba-Ndiaye. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 72 heures de grève décrétées à l'hôpital Nabil Choucair. Sur place, la quasi-totalité des services non fonctionnels. Et oui, ce jeudi, seules les urgences étaient assurées. Les grévistes réclament 2 à 3 mois d'arriérés de salaire. Retour sur cette journée de grève au centre de santé Nabil Choucair avec Adi Atala et Modou Diop. Au deuxième jour de grève des travailleurs de Nabil Choucair, l'entrée de la structure sanitaire qui d'habitude grouillait de monde est vide. Au premier étage, le constat est le même. Il n'y a même pas l'ombre d'un patient dans les couloirs où fuse le son des postes téléviseurs sans téléspectateurs. Le service marche au ralenti. Il faut comprendre que depuis ce matin, je suis là. Mais on a du mal justement parce que nous sommes en train aussi de voir par rapport aux patients qui viennent, d'essayer d'assurer le service minimum. Ce qui n'est même pas évident parce que tout le système est paralysé, tous les services ont des problèmes actuellement. Nabil Choucair est en train actuellement de souffrir parce qu'il y a pas mal d'éléments de la mairie, donc pratiquement tous les services sont paralysés. Les services de gynécologie, de pédiatrie et le bloc opératoire, entre autres, sont tous paralysés. Et des patients, la mort dans l'âme, renvoyés aux grandes dames du personnel. C'est le moment de dire à la population que nous n'avons rien contre eux, mais aussi qu'elles doivent nous soutenir. Tous les services sont sensibles, mais le bloc, là vraiment, il y a urgence par rapport au bloc. Ce n'est pas évident vouloir faire comprendre à un patient qui est venu se faire soigner qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous prendre en charge, si ce n'est pas une urgence, bien sûr. Là, c'est très difficile, parce que à la limite, ils peuvent même vous insulter et vous êtes obligé justement de ne pas répondre par rapport à ça. Donc, c'est difficile à gérer. Cette grève des travailleurs de Nabil Choucair est, selon le personnel soignant, un vrai manque à gagner. Il faut comprendre que sur le plan recette, il y aura certainement des retombées qui vont être négatives, mais aussi sur le plan satisfaction morale, parce que on se dit que quelque part, on devait aller travailler, mais aussi on a mal, parce qu'on ne peut pas rester là à travailler alors qu'on a des problèmes familiaux à gérer. Juste 48 heures sur les 72 heures de mouvement d'humeur des travailleurs de Nabil Choucair, la grève se fait sentir et d'autres syndicats menacent également d'entrer dans la danse si toutefois les arriérés de salaire ne sont pas réglés à temps.
La chirurgie de l'obésité, bientôt une réalité au Sénégal. Depuis bientôt 2 ans, du moins si l'on en croit le docteur Ousmane Ka, le professeur Ousmane Ka, selon lui, ce n'est plus à l'apanage des pays européens. Des études ont montré que de nombreux Sénégalais en souffrent. Je propose d'écouter ses explications. Il est interrogé par Fatiya. On croyait que l'obésité était l'apanage des pays développés, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup d'obèses par les changements de comportement alimentaire. Et des études ont été faites. Si vous prenez les diabétiques, 23% des diabétiques sont obèses. Si vous prenez les malades qui ont une hypertension artérielle, 21% ont une obésité. Et si vous prenez les malades qui ont de l'arthrose, vous allez trouver 49% qui ont une obésité. On veut traiter les complications de l'obésité, on veut prévenir les complications de l'obésité, on veut faire retrouver l'estime de soi aux obèses en diminuant leur poids, en leur faisant maigrir, mais aussi en luttant contre les complications. Donc cette rencontre, elle va réunir des experts, des professeurs de chirurgie générale et digestive qui viennent de Paris et d'Orléans, et nous, chirurgiens du Sénégal. Nous allons avoir une rencontre de partage d'expérience, mais également une rencontre de sensibilisation. Les collègues au Sénégal doivent être sensibilisés que la chirurgie de l'obésité existe au Sénégal, de même que les... Et puis 7e édition ce jeudi de la journée du monde du travail. L'amicale des inspecteurs et des contrôleurs du travail ont conversé sur le thème flexibilité et licenciement dans le monde du travail au Sénégal. Cette journée a permis aux inspecteurs du travail et aux directeurs de ressources humaines des entreprises de la place d'échanger sur l'actualité et l'évolution du monde du travail. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Babacar Diakhaté. Il est interrogé par Ibou Diouf. Il nous apparaît nécessaire, dans ce contexte actuel de mutation économique, où l'on parle de plan Sénégal émergent, etc., de la recherche d'investissement, notamment en vue de développer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi. Ces thèmes de réflexion nous permettent aujourd'hui de parler de la flexibilité. Donc, qu'est-ce que la flexibilité? Pourquoi la flexibilité? Et quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous dans notre pays en termes d'assouplissement des conditions de travail, du droit du travail en général, du droit social, droit du travail, droit de la sécurité sociale. Qu'est-ce que dans notre pays nous sommes en train de faire? Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous voulons aller au regard des enjeux que sont la croissance économique et la lutte contre le sous-emploi. Et nous continuons à parler du travail. D'ailleurs, beaucoup de chantiers pour les maçons au quartier de Grand Yoff. Sur place, de nombreuses maisons sont en travaux. Les recettes de ces travailleurs du bâtiment ont donc bien augmenté. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Maïmouna Ndiaye et Pape Fall. Je vous propose de suivre leur reportage. Après la saison des pluies, Grand Yoff passe à son toilettage. Dans cette rue, des dizaines de chantiers sont à pied d'œuvre. Ici à Grand Yoff, beaucoup de dalles sont dans un état de dégradation avancé. Il faut réagir très vite comme l'a fait ce propriétaire. C'est la seule solution. Les dalles des maisons prennent une bonne place dans les réfections, mais aussi nous avons d'autres chantiers de part et d'autre. Les modifications, le plus souvent les dalles des bâtisses, demandent des matériaux adaptés. Dans ce quartier, nous comptons beaucoup de dalles pleines. Et l'idéal, c'est d'avoir des dalles dites ourdies. Et nous avons fait l'expérience. Par exemple, ici, nous avions proposé les ourdis de taille 15. Mais finalement, nous avons pris la taille 12 importée. Il y a plus de garantie. Ourdi 15, ourdi 12 là. Ourdi 12, moins de 25. Une traite donc pour les maçons. Ils voient leurs gains augmenter. Nous remercions le Tout-Puissant. Les choses marchent très bien en cette période. Les propriétaires ont compris qu'il faut souvent changer les dalles pour plus de sécurité. Dans ce quartier, beaucoup de propriétaires de maisons ont changé de méthode.
Leur réflexion, ils s'y prennent très tôt, juste après les fortes pluies. Nous allons parler dans ce journal du mode de désignation des délégués de quartier. Il est devenu plus démocratique, Léa. Les populations sont désormais beaucoup plus impliquées dans le processus. Oui, chère Tidiane, car jusqu'en 2000, ils étaient nommés par les autorités municipales. Reportage sur les délégués de quartier, un poste avantageux mais non sans difficulté. Fatou Kinedem et Maudou Diop. Délégué de quartier, un titre à vie certes, mais une nomination avec parfois des tiraillements, des candidats qui souvent sont imposés à la population. C'est souvent un problème de choix. Les populations ont des préférences. Mais le plus important pour les délégués de quartier, c'est de gagner leur confiance, mais aussi de remplir les critères essentiels tels que l'honnêteté. La majeure partie où il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des soubassements politiques. Et pourtant, la commune a la mission régalienne de nommer ses délégués. Même si l'acte vous revient, la loi vous donne totale responsabilité de choisir le délégué, de le nommer. Mais si vous le faites, vous allez à l'encontre de la volonté des populations et vous posez des problèmes. Donc mieux vaut consulter les populations, les associer au choix. Des avantages, les délégués de quartier en bénéficient. Selon la mairie, oui, mais attention, la tâche n'est pas de tout repos. Il y a des indemnités. Un délégué de quartier perçoit 50 000 francs par mois à Dakar précisément. Il peut tirer d'autres revenus comme dans la vente de certificats de domicile. Chez nous, c'est à 200 francs. Ailleurs, cela peut aller jusqu'à 500 francs. C'est une mission difficile. Nous sommes sollicités à n'importe quelle heure pour des médiations en cas de problème. Dans ce cas, nous sommes obligés de fouiller pour savoir les tenants et les aboutissants. Même si les populations sont impliquées dans la nomination des délégués de quartier, force reste à la commune en cas de malentendu. Cette information vient de nous parvenir. Le Magal de Touba sera célébré le 1er décembre prochain. Une information du comité d'organisation de l'événement et sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons alimentation à présent avec le riz de la vallée, vedette du salon de la gastronomie qui encourage le consommer local. Une façon pour les producteurs de promouvoir l'autosuffisance en riz et de faire en sorte qu'il soit consommé partout dans le pays. Aïssatou Païfal. La production du riz local en hausse. Chez ce producteur, beaucoup d'efforts consentis, un travail d'arrache-pied. Au final, des résultats appréciables. En 2017, nous sommes déjà dans le processus parce qu'en 1987, nous étions en GIE. En 2007, nous nous sommes érigés en entreprise. Donc, dans le domaine, nous sommes toujours présents et que nous restons toujours présents dans le domaine. Et que nous remercions le président à travers le programme Yonou Yokouté avec les 1 million de tonnes parce que toujours nous sommes dans le processus. Même si on note un progrès dans la production et la commercialisation, des problèmes demeurent. Les Sénégalais sont très friands de ce riz. Le riz local se vend bien, mais nous rencontrons des difficultés. Nous voulons en produire suffisamment. Ceux qui commercialisent ce riz ne sont pas nombreux. Se pose aussi un problème de financement. Nous voulons aussi que d'autres personnes puissent commercialiser le riz. Nous souhaitons que ce riz soit accessible à tout le monde et qu'il soit de qualité. Un processus à suivre, car à long terme, l'objectif fixé, approvisionner toutes les régions du Sénégal. Nous commercialisons presque partout au Sénégal, dans les régions comme Louga, Thiès, Dakar, Saint-Louis. Mais nous voulons accéder à des régions comme Tambacounda, Kaolack. Il reste beaucoup de choses à faire. Un riz facile à digérer, propre à la consommation. Le riz de la vallée de plus en plus prisé. Une manière de participer pour les Sénégalais au consommer.
Direction Ziguinchor, à présent, plusieurs jeunes filles ont battu le macadam ici pour réclamer une éducation équitable en milieu scolaire. Une marche quotidienne organisée par le bureau genre de l'inspection d'académie de Ziguinchor. Écoutons à ce propos la responsable de cette inspection. Elle s'appelle Madame Léonie Gomis. Elle est au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. L'éducation des jeunes filles, parce que c'est un aspect de l'éducation qui pose encore problème au niveau du Sénégal et peut-être de certains pays africains. Parce qu'on voit que les filles ont accès à l'éducation. Au niveau de l'élémentaire, on voit que le nombre de filles dépasse parfois même le nombre de garçons. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans l'enseignement, le nombre de filles diminue. Quand vous allez au CM, par rapport à l'élémentaire, il y a moins de filles. Et ainsi de suite, jusqu'à l'université, le nombre de filles diminue. Donc, et nous savons que pour construire un pays, on a besoin aussi bien d'hommes que de femmes. Le développement passe aussi par l'éducation. Donc, il faut éduquer tout le monde pour qu'ils aient une égale chance de réussite et qu'ils puissent tous ensemble développer le pays. Et puis tout à l'heure, je vous disais qu'Ousmane Diaye du M23 soutient que Mamadou Mbodj, et non, Mohamedou Mbodj n'a pas reçu mandat du bureau du M23. Par conséquent, ses propos n'engagent que lui. Nous reviendrons sur toute cette histoire dans le bulletin d'information de 0h. Tout de suite, la page des sports. D'armes pour les Lions du Sénégal qui vont jouer demain à Tana. Le match aller comptant pour les préliminaires de la Coupe du Monde. Khadim Ndiaye ne s'est pas entraîné avec le groupe. Il souffre d'un début de paludisme. Le 11 de départ semble se dégager à 2 éléments après. Henri Sévé au Chernoy au milieu de terrain. En attaque, Baye Omar Niass à la place de Moussa Konaté. Nous faisons le point avec nos envois spéciaux à Tana, Abdoulaye Der et Hamza Diallo. Seul Khadim Ndiaye a manqué la dernière séance de mise en place avant le match face aux Malgaches. Le portier du Roya AC souffre d'un début de palu. Sinon, le seul mot d'ordre valable pour ce match est donné ici par le coach. De tout faire, de jouer quand même un match très solide et d'essayer de faire le meilleur résultat possible déjà dans cette première rencontre-là, en attendant de retourner chez nous mardi pour bien finir aussi. Le message d'Aliou Cissé est reçu 5 sur 5 par les Lions. On sait ce qui nous attend, on sait très bien que gagner c'est très important et que voilà, on sait très bien qu'aussi ça va être difficile, mais vu l'état du terrain, mais on va donner tout pour apporter la victoire à la population sénégalaise. On a quand même l'ambition, vu l'équipe qu'on a, en tout cas la qualité de l'équipe qu'on a, de pouvoir gagner ce match-là, pour entre guillemets se faciliter le match au match retour. Mais la séance d'entraînement vient de se terminer avec une mise en place tactique. Aliou Cissé avec probablement les dossards rouges qui seront titulaires avec Koulibaly donc et Kara dans l'axe. Sur les flancs de la défense, on devrait retrouver vraisemblablement Gassama et Saliou Ciss à gauche. Au milieu, Kouyaté avec Idrissa Gana Gueye. On verra tout cela de toute façon avec le coup d'envoi dès ce vendredi. 11h30 heure de Dakar, il sera 14h30 ici à Tananarive. Et pour le président de la Fédération sénégalaise de football, le Sénégal se doit de faire bonne figure face à l'équipe de Madagascar et ce, compte tenu des moyens déployés par la Fédération dans la préparation de ce match. Écoutons ensemble Maître Augustin Senghor, il est au micro de notre envoyé spécial à Tanarive, Abdoulaye Der. Nous avons raté de peu la qualification à la Coupe du Monde 2014 et il est important dans notre processus de développement de notre football qu'on puisse accrocher une place en Coupe du Monde. Ce serait tout bénéf, ça viendrait sanctionner positivement tous les efforts qui ont été faits dans toutes nos catégories. Ça viendrait aussi récompenser cette génération exceptionnelle qui est au tout début d'un processus qui devrait arriver à maturation avec une qualification de Coupe du Monde. Mais aussi, je sais quels sont les avantages que notre football peut tirer d'une qualification à la Coupe du Monde en termes de visibilité, en termes de stabilité dans notre pays, mais aussi en termes de ressources financières qui vont être injectées dans notre football pour lui permettre de vraiment décoller. Parce qu'on le sait, se qualifier à la Coupe du Monde aussi permet de régler un problème qui a dans nos fédérations, c'est-à-dire le problème des moyens additionnels qui doivent être injectés pour vraiment relancer notre football.
Coup d'envoi de ce match donc demain à 11h30. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci cher Tidiane. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, Bouba est là pour assurer la permanence